ici au Canada, on pourrait te voir mourir quand on ne ferait rien pour t'aider. Wow. On pourrait te voir mourir, puis on ne ferait rien pour t'aider. Ça rassure de rentrer chez soi, de dormir et puis se dire oh, je vis pas le pire en fait. Wow. On est tellement nombreux dans le même panier. En fait, on vit notre réalité. C'est pas grave. On n'est pas seul, on n'est pas triste, on n'est pas malheureux, on ne vit pas le pire. On est juste en train de vivre notre vie à nous. Donc c'est là un peu, ce petit déclic a fait que j'avais plus peur maintenant. Je n'avais plus peur de la vie que je vivais. Et il faut montrer à quoi ça ressemble quelqu'un qui quitte ici. Est-ce qu'il peut être heureux là-bas? Ça, on doit le prouver. On doit le prouver avec des faits. Parler seulement, ça suffit. Salut tout le monde, salut madame, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, très bien en tout cas. C'est un plaisir en tout cas de t'avoir et moi je te connais déjà, bien sûr. Puis je pensais toujours à t'inviter pour le podcast, mais c'est pas peut-être le diable, mais c'est pas moi. J'ai oublié toujours, à chaque fois qu'on causait, j'oubliais toujours pour t'inviter, pour avoir l'opportunité de parler avec toi. Mais récemment, I was like, non, je pense à toi directement. Puis I was like, non, je dois l'écrire direct, je dois l'écrire pour ne pas oublier. Puis je pense que tu as quand même une histoire, puis tu as quand même un vécu. Et les gens vont te découvrir, toi-même tu vas te présenter. Mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle je l'ai invité. Donc, ça sera une très belle discussion en tout cas. Avant d'enregistrer les podcasts, on a déjà enregistré notre propre podcast qu'on ne va pas balancer, littéralement. On était déjà en train de discuter pendant presque 1 heure sur ça, puis je pense que ça sera une belle discussion. Alors, qui es-tu? D'abord, merci beaucoup de m'inviter. C'est avec plaisir que je parlerai aujourd'hui. Mais moi, c'est Samar. Je m'appelle Samar Mohamed Ahmed. Je viens de Djibouti. Je suis étudiante internationale ici au Canada. Je suis arrivée en septembre 2021 et je suis à ma dernière année en gestion internationale à l'école de gestion Telfer. On est étudiés ensemble là-bas. Bon, on ne révèle pas tous les secrets. On ne révèle pas tous les secrets. Mais oui, donc c'est ma dernière année. Cette question, je la trouve assez difficile. Tu sais, qui es-tu? En plus, c'est tellement large. Yep. Je viens de Djibouti, j'ai grandi là-bas. Mon père est djiboutien. Ma maman est du Yémen, donc je suis un peu un mixte des deux. Je parle un peu aussi les 2 langues, je parle le somali et l'arabe, en plus du français et de l'anglais. Je suis assez impliquée à l'université, au-delà d'étudier. J'ai travaillé, j'ai mon histoire. Je ne dirais pas que je suis la plus impliquée, mais je dirais que j'ai l'immense opportunité d'être entourée de personnes aussi impliquées que moi. Alors, je pense être assez impliquée pour les connaître. Wow. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Intéressant. En tout cas, c'était une très belle présentation. Merci. Moi, ça me permet aussi de voir sur quoi tu posé des questions, par exemple. Donc, c'est intéressant. Mais pourquoi avoir choisi le Canada principalement? Tu avais l'opportunité peut-être d'aller aux États-Unis, en France, en Belgique, ou c'est pas dans n'importe quel, ou même rester dans ton pays. Mais pourquoi avoir nécessairement choisi de venir étudier au Canada? Alors, au début, j'avais pas prévu de venir même à l'étranger du tout. Moi, j'aime vraiment beaucoup mon pays. J'aimais la vie que j'avais là-bas. Je voulais vivre à Djibouti. J'ai même fait 1 année d'université après le bac. Pourquoi j'ai fait 1 année au complet? Parce que mes parents tenaient vraiment énormément à ce que j'aille étudier à l'étranger, que je tente ma chance. Ils pensaient vraiment que ma personne serait beaucoup plus valorisée à l'étranger. Et puis, j'ai fait 1 année d'université parce que je voulais voir si j'en valais la peine. Si vraiment je méritais. Parce que j'aime mériter ce que j'ai. Wow. Donc, je voulais vraiment voir si je méritais. Donc, mes résultats du bac, au moment où je les ai, je devais les avoir pour appliquer. J'aurais pas pu appliquer avant. Donc, j'ai dû attendre mes résultats. Puis, ils ont été vraiment satisfaisants. J'ai fini vraiment première de la République dans ma série. Puis, à ce moment-là, j'ai fait 1 année d'université au pays. Puis pendant ce temps-là, je faisais ma demande pour arriver au Canada. Le Canada, c'est un pays auquel je n'avais pas pensé au début pour
plein de petites choses. Beaucoup de gens m'avaient fait peur un peu par rapport au Canada. On me Qu'est-ce qui disait t'a fait peur? des gens me disaient, par exemple, c'est violent. Comme tout, en général, l'Afrique du Nord, on dit que l'Amérique... L'Afrique du Nord. Je suis encore en Afrique. Je suis encore en Afrique. L'Amérique du Nord, oui. L'Amérique du Nord, on me disait beaucoup que il y a des gangs, c'est violent, l'influence de la drogue, la légalisation, qu'il y a tellement de choses qui me faisaient juste peur en tant qu'étudiante. Donc, je voulais, par exemple, aller dans un pays en Afrique. Mais j'ai aussi rencontré beaucoup plus de personnes qui m'avaient convaincue que c'était la meilleure opportunité pour moi d'aller au Canada. Donc, j'avais appliqué au début à l'Université de Laval. OK. L'Université de Laval m'avait acceptée. Je n'y ai pas été parce que, justement, j'avais entendu que c'était francophone, que la zone autour de Laval était francophone. Au Québec, oui. Donc, je me disais quelle était ma valeur ajoutée si j'allais dans un autre pays, si ce n'était pas pour apprendre une nouvelle langue. Donc, l'anglais, dans mon cas. Donc, j'ai complètement refusé cette offre et j'ai appliqué à l'Université d'Ottawa. J'ai obtenu cette offre et je l'ai acceptée. Je suis très... en tout cas, à ma 4e année, je ne peux même pas dire que ça ne me plaît pas. Wow. Mais très sincèrement, j'aime beaucoup. Je pense que j'ai fait le bon choix. Et je ne partirai pas... Par exemple, la France, c'est pas la peine. Hein? Je ne dirai rien dans ce podcast. Je comprends. Mais j'ai mes raisons pour ne pas aller en France. Je pense qu'on partage... la plupart des Africains. La plupart des Africains partagent cet avis. Mais même gratuitement, je ne voulais pas aller en France. Wow. Je préférais rester au pays. Mais ouais, donc le Canada, en tout cas, j'aurais remplacé ça pour rien au monde, sincèrement. Ouais. Et tes premières semaines, tes premiers mois au Canada, ça se passe comment? Mais je suis arrivée quand même en septembre, donc... C'était l'automne, donc. Donc, mine de rien, l'école commence aussi. Il faisait beau, mais moi, je mettais le chauffage à 25 degrés. Wow. Je sortais en pull, en manteau. Moi, je viens d'un pays, il fait 40 degrés. Il fait chaud à Djibouti. Donc, je venais ici, puis il fait quand même 25 degrés, pour moi, il fait frais. Wow. Je dors avec le chauffage, en tout cas, il caille. Puis, mes premières semaines, disons que j'ai vécu avec des amis de la famille. C'est pas vraiment c'est pas de la famille directe. C'est vraiment juste des amis de la famille qui devaient m'accueillir. Puis, mon expérience n'était pas nécessairement la meilleure parce que cette expérience est quand même partagée par beaucoup de personnes, finalement, à qui j'ai parlé. Mais vivre chez quelqu'un quand c'est pas tes parents, c'est jamais la même chose. Oh, ouais. Surtout quitter chez ses parents où on t'aime, on t'emmène à l'école, on te ramène. Puis là, tu débarques. Dans un autre environnement. C'est pas tes parents. Puis ils vivent au Canada. Maintenant, oui, peut-être que je comprendrais un peu mieux la mentalité pour avoir vécu avec beaucoup de personnes. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas la comprendre. Avec ma mentalité africaine, je n'aurais pas pu la comprendre. Donc, c'était assez difficile. Donc, mon adaptation était très ralentie par rapport à ça parce que j'essayais de m'adapter au milieu où je vivais. J'essayais de comprendre les déplacements. C'était tellement... En plus, je vivais très loin au début quand je suis arrivée. Moi, j'ai vécu dans tous les coins d'Ottawa. Donc, au début, quand je suis arrivée, je vivais comme à Findlay Creek, au South. C'était vraiment très loin. Les bus passent, une fois toutes les 2 heures. J'aurais pu rester dans une station pendant 2 heures. Il est 18 heures. J'arrive à la maison, il est déjà presque 20 heures, quelque chose comme ça, ou 22 heures même. Donc, ça prenait vraiment du temps pour m'adapter. Mais bien sûr, j'avais l'école. Et j'avais comme 2 cours. C'était quand même Covid, là. Les gens ne disent pas bonjour. Donc, même à mon arrivée, je disais que ici, au Canada, on pourrait te voir mourir quand on ne ferait rien pour t'aider. Wow. On pourrait te voir mourir, puis on ne ferait rien pour t'aider. Puis c'est les premières impressions que j'ai eues en arrivant ici. Le manque de solidarité. C'est ce que j'avais remarqué. Le manque de communautarisme. C'est quelque chose qu'en tout cas en Afrique, on l'a. Oui. Peu importe ce qu'on peut dire sur l'Afrique, cet esprit communautaire, cet esprit de rassemblement, cet esprit de je donne à mon prochain, il existe. Il existe et il est même très, très fort. Donc, arriver ici, c'est difficile. C'est difficile à l'accepter parce que tu te dis, je viens d'un pays où on est people. Puis là, on est comme chacun pour soi. Chacun pour soi. Donc, oui. C'est quand même un gros choc pour moi parce que c'est quand même mes premières semaines, mes premières impressions et c'est très déterminant pour la suite. Donc, ça, par exemple, mes premières impressions ont quand même influencé au moins mes 2 premières années ici. Wow, 2 ans? Au moins, pendant 2 ans, je pensais de la même manière que la première impression que j'ai eue pendant mes 2 premières semaines ici. Donc ça, c'est déjà assez compliqué. Mais j'allais quand même à l'école. J'étais très heureuse d'être dans un autre pays. Dans un autre pays, vivre, étudier, c'est différent que des vacances. Donc, l'Université d'Ottawa, c'était très spécial de plein de manières. Mais
je pense que, à part le froid auquel je m'adaptais d'ici. En plus, là où je vivais, par exemple, je vivais dans le sous-sol. Et le sous-sol, c'est la pièce la plus froide d'une maison. Et puis, j'avais pas de chauffage. J'avais pas de chauffage, donc je doublais mes chaussettes. Je doublais, pour dormir, hein. Je doublais chaussettes, doublais pantalons, pas de chauffage au sous-sol en hiver? Ok. Ouais, donc c'est là où je vivais justement. Quand je dis, je ne pense pas que j'exagérais quand je dis que vraiment je me sentais mal, mais vraiment je vivais dans le sous-sol. Ah, je priais. Ah, là, pendant cette époque, je priais. Oh, c'est tout ce que j'avais. Waouh. Mais ouais. Donc ouais, c'est le froid, l'école, le nouveau système. C'est un système auquel je ne suis pas habituée. Bien sûr, au début, tu es quand même... Mais il y a l'accent des professeurs que je ne comprenais pas. Surtout si ce sont des professeurs québécois. Oui. Donc, ben oui, pour la plupart, par exemple. Mais c'est la réalité. Hein. C'est la réalité. On prendrait, par exemple, un Canadien quelque part en Afrique. Peut-être qu'il ne comprendrait même pas. Un professeur ivoirien qui parle nouchi, il ne comprendrait peut-être pas. Donc, c'est quelque chose de normal. J'avais un de mes professeurs, il était québécois. Lui encore, comme il est enseignant, on pourrait peut-être comprendre avec le masque, très difficile de oui, lire. c'est ça. Donc, le pire, c'était les étudiants qui veulent répondre et participer. Puis là, je suis là. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il parle? Puis je ne m'y attendais vraiment pas. Si quelqu'un au moins me l'avait dit, peut-être que je serais prête. C'était du français sans être du français. Pour moi, c'était pas du français. Pour moi, il parlait autre chose. Il parlait langue code. Tout ça, c'était contre moi. On est une classe de 300 élèves. Pour moi, ils étaient tous contre moi. Ah, c'était vraiment très, très, très difficile de prendre des notes. Très difficile, mais je commençais. Même en général, l'ordinateur, j'avais pas fait ça en Afrique. Je sais pas si vous avez des ordinateurs. Hein? Non, mais moi, je ne m'attendais pas à ça. Non, c'est vraiment différent. Un système très, très, très différent. Ouais, c'est un peu mes premières impressions en première semaine au Canada. Interesting. Et comment tu t'es créé ta première communauté, c'est-à-dire tes premiers amis, comment tu crées tes premières amitiés au Canada? Mine de rien, quand j'étais à Djibouti, j'avais tellement d'amis. Parce que j'avais fait en plus plusieurs écoles. J'avais fait les écoles privées, publiques, j'avais fait tellement d'écoles à Djibouti. Donc je connaissais beaucoup de monde. Beaucoup de monde, oui. En arrivant ici, j'étais déjà... du fait de mes premières impressions, j'étais déjà dégoûtée d'avoir des amis. Je voulais juste garder les bonnes images que j'avais du pays, des amis. Donc, je voulais garder ça et puis ne pas en faire ici. De toute façon, je n'en voyais même pas le potentiel. Puis, il y a une personne que j'avais rencontrée. C'est quelqu'un qui était avant à Djibouti. On était dans la même classe étant jeune, puis il est parti beaucoup plus tôt. On s'est rencontrés un jour, juste pour nous promener un peu. Il venait m'accueillir un peu. Puis là, il me demande, ça fait quand même quelques temps que tu es à l'école, est-ce que tu t'es fait des amis? Je dis, ben non. C'est comme, je veux pas d'amis. Je veux pas d'amis, j'en vois pas la nécessité. Puis lui, il est là depuis un moment. Puis il a vécu ses difficultés. Il a vécu le Canada. Il a vécu l'adolescence ici. Puis il me dit, Samar, tu ne peux pas vivre ici sans amis. Tu as besoin d'amis. Fais-toi des amis. Puis je pense que c'est un des meilleurs conseils que j'avais reçus. Et à ce moment-là, je ne m'en rendais même pas compte. Parce que c'est quand je me suis fait des amis que j'ai réalisé l'importance de ce conseil. Parce que être seul dans ce pays, c'est impossible. C'est de la folie. Tu tombes malade, tu stresses, tu vis des choses que tu n'aurais même pas imaginé vivre en Afrique. Juste parce qu'en Afrique, tout le monde est ta famille. Le petit voisin sort et s'il te dit tu rentres et qu'il se comporte comme ton père, tu rentres. Tu obéis. Tu obéis et c'est lui ton père. Si la maman des voisins vient te demander de jeter l'eau pour elle, tu le fais, tu vas sans discuter. Si elle t'arrête pour acheter l'œuf, tu vas le faire. Donc, quand tu viens d'un pays où tout le monde autour de toi, c'est ta famille, c'est ta communauté, eh bien, arriver ici et se retrouver juste seul, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu as laissé beaucoup trop derrière toi pour te retrouver seul ici. Et puis me faire des amis, à la seconde où il me l'a dit, je ne m'en rendais toujours pas compte. J'étais encore vraiment très triste, très, très touchée par ce qui se passait. Mais je suis allée à... J'ai juste rencontré une étudiante dans un cours. On a décidé d'étudier ensemble. Je me suis dit, OK, je vais aller réviser avec elle en maths. Puis elle avait rencontré les gens de la Maison internationale, du syndicat étudiant. Elle me dit, ah, tu sais quoi, on devrait aller à leur événement, machin. Je dis, OK, mon couvre-feu, il est à 18h. On peut faire ça plus tôt, si c'est possible.
On est allé à l'événement. C'était même un karaoké. Ah, ok. Et c'est la première fois que je rencontre plein de personnes. Wow. Je rencontre énormément de personnes. Et toutes ces personnes que j'ai rencontrées étaient toutes internationales. Tout international. Je n'avais rencontré personne, bon, peut-être une personne qui était canadienne, oui. Mais aussi internationale. Comme elle était venue il n'y a pas très longtemps. Quoi. Okay. Au Canada, elle venait d'avoir sa résidence, sa nationalité. Mais en soi, ils étaient tous internationaux. Et avoir des amis internationaux comme moi, avec qui, quand on s'assoit autour d'une table, on peut tous parler de nos problèmes et finir par en rire. Oui. Moi, je pense que c'était la chose la plus importante. Donc, si une personne est internationale, tu as besoin de te retrouver au moins pour tes premiers temps ici. Tu as besoin de rencontrer des personnes qui vivent un peu la même réalité pour comprendre que tu n'es pas seul, parce qu'on se sent très seul. Oui. On se sent très seul, puis on a besoin de ce rappel que « Ah, mais t'es pas seul, en fait. » Et ils le disent, c'est très facile de venir « Ah, t'es pas seul. Hein. Ah, je vis la même chose chez moi. Ou je fais ci, ou je fais ça. Si ce n'est pas tant, c'est telle autre personne qui vit exactement la même chose. » Puis, c'est un peu... Ça rassure. Ça rassure de rentrer chez soi, de dormir et puis se dire « Oh, je vis pas le pire, en fait. Wow. » On est tellement nombreux dans le même panier. En fait, on vit notre réalité. C'est pas grave. On n'est pas seul, on n'est pas triste, on n'est pas malheureux, on ne vit pas le pire. On est juste en train de vivre notre vie à nous. Donc, c'est là un peu, ce petit déclic a fait que j'avais plus peur maintenant. Je n'avais plus peur de la vie que je vivais. Je n'avais plus peur de moi. Je venais pratiquement tous les jours. On avait même... je pense qu'on restait même jusqu'à 3 heures du matin au bureau de la Maison internationale. La sécurité ne nous dégageait pas. Les étudiants, on est des petits SDF. Hein. Quand on étudiait international, des petits SDF. En fait, notre école, c'est chez nous. C'est la maison. Moi, Ottawa, je rattacherai toute ma vie Ottawa à l'Université d'Ottawa. Wow. Ottawa ne pourra jamais être une maison sans l'université. Je viendrai toujours ici parce que c'est ici que j'ai rencontré mes premiers amis, c'est ici que j'ai passé mes meilleurs moments, c'est ici que j'ai passé les pires. C'est chez moi. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là, après s'être créé justement cette communauté, cette famille, cette grande famille, parce que la Maison internationale, actuellement, eux, ils s'appellent la Maison loin de la maison. Mais c'est quelque chose qu'on a commencé ensemble. C'est nous qui avons créé ce nom-là, parce qu'on passait tellement de temps là-bas qu'on leur a dit, vous êtes la maison ici. La maison, moi, si j'ai pas... 3 heures du matin, si je suis ici, c'est vous ma maison, alors. Right? So, c'est ça. Moi, je pense que mes premiers amis, je les avais faits à la Maison internationale. Et puis... Une année avec eux a suffi à ce qu'on... Jusqu'aujourd'hui, là. Wow. Jusqu'aujourd'hui, si j'ai besoin de quoi que ce soit, je sais que pour ma peine, ils le ressentiraient tous. Et pourtant, on ne vient pas du même pays, pas de la même famille. On n'est rien l'un pour l'autre. Mais on a ce lien dont on se rappelle. Les années étudiantes, c'est pour ça qu'on dit que c'est les meilleures, d'ailleurs. C'est les meilleures, oui. Ouais. C'est pour ça. C'est pour les personnes qu'on rencontre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Moi, en tout cas, heureusement pour moi, je n'ai pas vécu la même chose que toi. Je n'ai pas été traumatisé comme ça. Là, moi, quand je débutais le cours en 2020, en hiver 2020, non, c'était automne 2020 plutôt, juste quelques temps après, par un concours de circonstances bizarres, juste online, je me suis déjà rencontré avec Armand, Arrêtez. avec Calvin, avec Jean-Baptiste. Là, ça se fait. J'ai rencontré aussi beaucoup de personnes qui sont toujours aujourd'hui des amis très proches à moi. C'est-à-dire que quand moi, je suis arrivé au Canada, tu avais déjà des amis? J'avais déjà des amis. Et on avait déjà des discussions pour dire, mais la chose qu'on devait... c'est comme si on verrait en plus... Moi, je bénis toujours Dieu pour ça, en tout cas. J'ai rencontré beaucoup de personnes aussi qui sont tombées dans la dépression, tout ça, n'avaient pas de personne à qui parler ou quoi. Mais il y avait par exemple Armand, ou, je sais pas moi, Jean-Baptiste, ou Calvin, ou les autres. On ne parlait pas chaque jour. But at least I knew they were there. Yeah. C'est ça parfois l'important d'avoir des amis. C'est pas juste de traîner avec eux chaque jour. Ou... Parfois, vous n'êtes pas dans les mêmes programmes, parfois, vous n'avez pas les mêmes cours, parfois, vous n'habitez même pas les mêmes quartiers. L'important, ce n'est pas seulement de se voir chaque jour ou de parler chaque jour. Mais au moins, c'est quelque part là dans ton subconscient de savoir qu'il y a quelqu'un who cares about you. Si tu appelles aujourd'hui,
That's it. Et moi, en tout cas, j'ai toujours béni Dieu. Puisque j'essaie, ça allait être difficile si je n'avais pas ça. Heureusement aussi pour moi, j'avais quand même la famille, mon petit frère, mon grand frère. Donc, je ne peux pas me plaindre. Mais bon, ça, c'était un bon chapitre. Mais les amis, tu les as rencontrés quelque part, c'était à l'école, l'université. Tu es venu pour étudier. Et là, maintenant, tu es en ta dernière année. Combien de fois l'école t'a fait pleurer? Oh, quelle question! Oh. Ça, c'est ce que le peuple veut savoir. Combien de fois as-tu pleuré à cause de l'école? How many times? Est-ce que je peux même compter? Wow. L'école, quoi. Non. Demande-moi même, c'est quand la dernière fois que l'école m'a fait pleurer? C'est quand la dernière fois? Il y a peut-être une semaine. Wow. Une semaine. Et puis maintenant, mine de rien, dans mon cas, comme l'école ne représente plus que l'école. Oui. C'est pas seulement tu viens, tu étudies et puis tu rentres. Mon travail, c'est l'école. Oh non. Ma vie, c'est l'école. Tout, c'est à l'école. Je rêve, c'est l'école. Comme toute ma vie tourne autour de ma vie étudiante. Oh, wow. Donc, récemment, il y a une semaine, j'étais là dans le canapé, je pleurais. Impossible à retenir. Non, en fait, ça me fait même pas une semaine, je pense. Ça fait... On est quoi aujourd'hui? Jeudi? Jeudi. Lundi. Lundi, là même, j'étais KO. Donc, il y a 3 jours. J'étais KO. Pour quelle raison? Eh bien, je me disais juste que j'avais trop de choses. Je me disais que j'avais trop de choses. I was overwhelmed. Comme c'est des choses que, par exemple, les gens ne remarquent pas chez moi. Oui. On a l'impression que je gère tout ce que j'ai. Mais moi, je finis la journée à la maison et puis, la plupart du temps, je me dis juste, c'était une journée. Et puis, je n'arrive pas à faire le bilan de ma journée. Comme au lendemain, je n'arrive pas à préparer ma journée parce que j'ai tellement de choses. Je ne pourrais jamais planifier dans un calendrier. Et pourtant, mon calendrier est rempli. Mais je n'arrive jamais à planifier toutes les choses auxquelles je dois penser parce que ça me déprime même de mettre les petites choses dans un calendrier. Même les petites choses. Donc, ma mémoire, j'ai l'impression que je me prends pour une vieille des fois. Là. Je me dis, mais comment je fais pour oublier certaines choses? Mais c'est... lundi, mes grosses raisons, c'était... j'ai l'école. Je dois réussir. C'est ma dernière session. Je ne peux pas passer mon temps à penser à autre chose. Pourtant, j'ai autre chose. Qui compte aussi beaucoup pour moi. La vie étudiante compte pour moi. J'ai l'impression maintenant de partir et puis de ne pas avoir fait assez. OK. Étudier, avoir de bonnes notes, c'est bien pour moi. Mais quand on dit la vie étudiante, c'est pas seulement étudier. C'est pas seulement aller en cours, avoir des bonnes notes, ça n'a rien à voir. La vie étudiante, c'est est-ce que tu t'impliques? Quelle est la trace que tu laisses derrière toi? Puis en ce moment, moi, toute mon anxiété tourne autour de ça. Quelle est ma trace? En parlant même d'Armande, Armande me met une grosse pression sur les épaules. Hein. Oh, à chaque fois qu'elle me voit, pratiquement, elle me pose la question. Samar, qu'est-ce que tu as décidé pour la suite? Oh, wow. Je pense que tout finissant en ce moment, impliqué ou non, se pose ultimement cette question. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Et toutes les personnes que tu rencontres te posent quand même cette question. Maintenant, le point d'Armande, c'est que elle me pose cette question parce que elle était in my shoes, right? Il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Puis elle me dit juste de ne pas partir sans avoir fait quelque chose qui va rester en partant. Puis moi, je suis d'accord avec ce point-là. Je dois avoir quelque chose, mon petit bébé que je vais chérir et grandir avec. Parce que l'université, c'est pas ça que je vais garder toute ma vie. Là. Je suis trop rattachée à cette école. Mais mes larmes coulaient parce que justement, le fait d'être beaucoup impliquée à l'université, tu remarques aussi certaines injustices. Comme dans n'importe quelle politique, dans n'importe quelle manière, tu remarques des injustices et puis souvent, tu ne peux juste rien faire. Souvent, tu ne peux juste rien faire parce que tu as les mains liées pour X ou Y raison. Donc là, tu réfléchis, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Puis j'ai ça à faire. Et puis j'ai ça à organiser. Et puis j'ai ça à penser. Est-ce que je peux juste me taire et être égoïste? Puis là, je réfléchis. Est-ce que je pense qu'à moi? Pourtant, j'ai l'école. Et puis,
j'ai cet événement. Maintenant, actuellement même, j'organise le gala du prix de la vie étudiante. C'est pas juste un gala, c'est pas juste avoir une salle, de la nourriture et encore ça. Pour 500 personnes, c'est quand même gros, la logistique. Et c'est aussi les prix. Embaucher un comité, superviser tout ça autour. Et ça, je suis payée pour ce travail. Mais c'est tellement pour une personne que je me dis, mais je fais ça, mais je dois encore étudier, et puis je dois aller me battre contre les politiques injustes, et puis je dois aller faire ci, et puis je dois aller faire ça, et puis je dois train, parce que j'ai aussi souvent des premières années qui viennent. J'aime bien mentorer des premières années. Ça, c'est quelque chose que je fais vraiment dans mon temps libre. J'aime bien préparer pour pas qu'ils fassent la même erreur que moi, là. Passer 2 ans de ta vie à rien faire, puis en 3e année, tu te réveilles. Non, c'est pas normal. J'ai aussi eux, puis souvent, je me dis, mais là, je suis faible, je pleure. Mais eux, ils comptent sur moi. Ils pensent vraiment que je suis forte, quoi. Si je tiens le coup, ils pensent que... Et ils comptent tellement sur moi. J'ai des équipes avec qui je travaille qui comptent sur moi. Donc, avoir tout ça... Et j'aime pas décevoir. J'aime pas juste dire, je peux pas. C'est vrai que c'est important de dire, mais je peux pas. J'ai pas le temps. Ou j'accepte tout. Je ne pourrais jamais refuser un appel, même à 3 heures du matin. Et ça fait partie des choses qui, moi, me font pleurer parce que je me dis... C'est rare que je puisse compter sur d'autres personnes. Moi, j'appelle vraiment très rarement des personnes pour leur dire « aidez-moi ». Pourtant, moi, je passe mon temps à dire « je suis là, demandez-moi. Moi, je vais vous aider. Je fais ce que vous voulez ». Donc, ça me fait aussi souvent très, très mal parce que je peux pas faire ça. C'est la réalité des choses, c'est que c'est les moments où je réalise que je suis pas capable. Ça, c'est un couteau en plein dans le cœur. Right? Et tu remarques dans mon discours que je ne parle même plus d'école. Pourtant, c'est censé être ma priorité. Normalement. On m'a envoyé pour ça. Je suis venue pour ça. Tu as un visa pour ça. C'est censé être ma priorité. Pourtant, et quand je pense à ça aussi, ça me retourne le cerveau. Donc ouais, c'est quand même compliqué de penser à tout ça. Je pense, là, il y a quoi? Il y a 1 année, 2 ans, à un certain moment où j'étais impliqué sur les campus, je voulais faire tout. Quand je dis je voulais faire tout, je voulais mener tous les combats, je voulais entrer dans tout ce qu'il fallait. Puis à un certain moment, j'ai eu même beaucoup de problèmes, qu'il soit quoi ici, avec les syndicats étudiants, avec les... je me disais non, je dois me battre jusqu'au bout, non, ça ce sont des injustices. Puis à un certain moment, j'étais aussi presque dans la même situation où, bon, je ne pleurais pas, mais il ne veut pas le dire à la caméra. Je ne vais pas le dire à la caméra. Un jour, j'étais en train de conduire. Je pense que j'étais de chez mon grand frère, c'est à 3 heures d'ici, à Joliette. J'étais allé le voir, puis je rentrais ici. J'étais en train de réfléchir à tout ça, littéralement. Puis, sans m'en rendre compte, je ne sais pas pendant combien de minutes, ou c'est pas quoi. Sans m'en rendre compte, c'est comme si je ne voyais plus la route. Alors que j'étais seul dans la voiture, je conduisais. J'étais tellement dans mes pensées pour dire « mais qu'est-ce que je dois faire? C'est injuste, mais ça ne doit pas être là. » J'étais tellement dans mes pensées que, heureusement pour moi, j'étais sur l'autoroute. Il n'y avait personne derrière, il n'y avait personne presque devant. Et en plus, c'était l'hiver, donc c'était quand même extrêmement dangereux. Et après, j'ai sursauté. Quand je te dis sursauter, j'étais au volant, mais c'est comme si oh, mais là, je suis en train de conduire. Oui. Et là, je me suis dit, s'il y avait une voiture devant moi, ou s'il y avait, je sais pas moi, de la neige devant moi ou quoi, j'aurais pu faire un accident, puis ça. Je m'étais rendu compte que je voulais tellement porter du fardeau sur moi, littéralement, que moi-même, j'étais devenu un fardeau pour moi-même. Quand je t'ai dit, ces jours-là, s'il y avait une voiture devant, j'aurais pu jeter un accident, puis peut-être que j'allais blesser une personne, peut-être que moi-même, j'allais me faire du mal. Et c'est ce jour-là qu'I was non. Là, tu es devenu toxique pour toi-même, dans le sens où tu veux tellement aider les autres que tu en oublies de t'aider, entre guillemets, que tu arrives à un point où tu n'es même plus à mesure d'aider, tellement tu t'es détruit toi-même. Quand je dis détruit, là, c'était vraiment, puisqu'en ce moment-là, il y avait tellement d'injustice aussi, comme tu disais, que je vivais autre que... non, je dois me battre, je dois faire tel truc, je dois faire telle action, je dois mener tel truc. Mais à un certain moment, il faut pas dire qu'il faut abandonner ou quoi. C'est ça, la vraie question. Il faut savoir, je pense, j'ai oublié celui qui avait dit ça, mais je pense que c'était un leader là, sud-africain.
Un jour, il disait, c'était pas Nelson Mandela, c'était un autre, j'ai oublié le nom. Il disait, à un certain moment, le plus difficile pour un leader, c'est de savoir quand se détacher d'un combat. Puisque, like, à un certain moment, ces combats-là, c'est ce qui fait toi. Te détacher de ces combats-là, c'est comme si tu te détachais de toi. C'est comme si tu t'es trahissé tout seul. Mais c'est difficile comme décision à prendre. Même pour moi, I was like, non, je dois prendre cette décision-là. Puis j'ai arrêté avec tout. Puis j'ai arrêté avec la situation des étudiants congolais. J'ai dit non. Avec tout ce qui est université, mes parents m'ont envoyé pour venir étudier au Canada. Je vais étudier. Mais, mais après avoir fait ça, mais je n'ai pas juste fait ça, puis j'ai quitté, mais j'ai donné de la force à ceux qui pouvaient le faire à ma place. Et moi, maintenant, like, quand je vois ce qu'il faut... Par exemple, récemment, j'étais en train de voir la situation des étudiants congolais. Ils avaient organisé un événement là. Je pense que c'était un truc sur le karaoké ou quelque chose comme ça. Oui. Ils ont même publié ça sur... J'étais juste en train de... Je devais y être, mais ce jour-là, je travaillais jusqu'à tard. J'avais un événement, mais je n'ai pas pu y être. Puis quand j'ai regardé l'événement, il y avait tellement du monde, il y avait des gens qui dansaient. Et quelque chose en moi m'a dit, you made it, mais sans être là. Ouais. J'étais pas là dans l'organisation, je savais même pas s'ils avaient organisé ou quoi. Mais when I saw it... You know you were there sometimes. Tu as construit une fondation aussi. Oui. Donc, peut-être c'est un conseil peut-être que je te donne, maybe. À un certain moment, il faut juste se dire, OK. Tu les verras réussir quand même. Hein? Oui. Et c'est... Mais bon, bref, c'est très personnel. On risque de commencer à pleurer ici, guys. Donc, c'est... Mais l'université, comme je te disais même avant les podcasts, like, ça va même quoi ici, ouvrir à une question. La plupart des leaders étudiants sur les campus, j'en ai quand même parlé avec beaucoup, they were struggling in their studies. Je pense, on en parlait même au des fois. C'est leur engagement pour la cause qui c'est pas moi, pour leur club, pour leur association, pour X ou Y cause. C'était tellement envoûtant, entre guillemets, au point où ils en oubliaient même qu'ils avaient des devoirs à faire. Ils en oubliaient même qu'ils devaient préparer un examen, qu'ils en oubliaient même qu'ils devaient réviser ou aller faire des travaux de groupe. Toi, tout cet engagement communautaire-là, est-ce que ça a eu aussi des impacts, par exemple, sur tes études? Beaucoup, oui. Ouais. Mais moi, mes études avaient été affectées avant même de m'impliquer. OK. Comme moi, dès ma première année, ça avait déjà commencé à m'affecter. Puis, dis-toi qu'à ma deuxième session, à l'université, je viens d'arriver, j'ai fait une session. Je suis en hiver, j'étais déjà en probation. Marie-Joseph. Alors que tu viens d'un pays où tu étais number one dans ton domaine. Ouais. J'étais la première de... Tu écris Samar Mao sur Facebook, la première chose que tu verras, c'est première. Puis là, je viens d'arriver, je viens de quitter cette renommée. Deuxième session ici. Tu étais en probation. Ouais. C'est vrai que cette probation-là ou ces difficultés scolaires-là étaient vraiment très rattachées au personnel, beaucoup plus que les engagements. C'était vraiment très personnel. Oui. Parce que même après avoir quitté du coup là où je vivais, en hiver, j'étais allée vivre à Montréal. Donc j'avais carrément quitté Ottawa. Wow. Ouais, j'étais allée vivre chez un cousin à Montréal. Puis avec lui, il y avait eu tellement d'affrontements que juste aujourd'hui, d'ailleurs, jusqu'en juillet dernier, j'en payais encore les pots cassés. Wow. Mais c'était une très, très grosse histoire qui, moi, m'a impactée pendant au moins 3 ans encore supplémentaires, ici au Canada. On ne va pas s'étaler sur la question, hein, parce que ici, là, je ne pense pas que ni Ratis ni personne ne veut pleurer. Je t'ai déjà prévenu. Mais ouais, c'était vraiment très, très personnel. Puis ensuite, je me suis relevée. En septembre, j'ai tellement étudié, très, très dur. C'est ma deuxième année encore, donc je ne m'implique toujours pas. Tellement étudié que ça a relevé ma note. Puis là, je découvre les plaisirs de l'implication. Un poison sucré. Puis là, je découvre. Et tout d'un coup, aller à l'école me semble moins intéressant. Wow. Ouais. Puis, en fait, c'est même pas ça. C'est que
je préfère aller regarder et soutenir la projection de la CAN plutôt que... Qu'aller en cours. Qu'aller en cours. Puis là, je dis, mais c'était trop difficile. Je ne pouvais pas juste partir. J'avais passé quand même 2 ans de ma vie enfermée, solitaire, Je comprends. parler à personne, dans plein de types de tristesse. 2 ans complètes. Puis là, je découvre des personnes, des amis. Et c'était très drôle parce que ça a payé, comme les gens ont remarqué très vite que je m'étais impliquée parce que actuellement, les gens ont juste l'impression de m'avoir toujours connue. Alors que non, j'aime bien rappeler aux gens que moi, j'ai apparu même. T'es tombé du ciel. L'année passée. J'ai apparu littéralement l'année passée. Puis c'est ce que j'utilise même pour motiver certaines personnes et leur dire que c'est jamais trop tard. Parce que là, vous avez vraiment l'impression que je suis là depuis, mais non. Moi, j'ai commencé en 3e année. Puis, en 3e année, j'avais fait comme un semestre. Ouais, j'avais fait juste mon semestre d'automne à m'impliquer. Puis en janvier, février, je recevais déjà le prix de l'engagement communautaire pendant le gala du Black History Month. J'avais déjà reçu ce prix-là. Puis là, je suis comme... Ça fait pas longtemps. Ça fait seulement... Engagement communautaire, RSG, club, service. J'ai fait tous les aspects de l'université pour avoir ce prix-là. Je te voyais partout, en tout cas. Juste comme ça. Toutes les vidéos, toutes les photos. I was like, this girl. Quand est-ce qu'elle étudie? Et je l'étudie pas. C'est même très bien de le ramener. Non. C'est impossible pour une personne de tout gérer. C'est impossible. Faut pas regarder ni moi, ni n'importe quel autre leader en pensant qu'il n'a pas fait de sacrifice. Non. Tu fais un sacrifice. Quand tu es très impliqué comme ça, que tu fais autant de bruit, tu as sacrifié quelque chose derrière. Que ce soit ta vie personnelle, que ce soit tes études, tu as forcément laissé quelque chose derrière toi parce que chaque aspect de ta vie demande le 100% de toi. Demande beaucoup de toi. Puis toi, tu n'es pas 10 personnes. Tu es une seule personne. Avec quelques heures et potentiellement au moins 8 heures de sommeil. Au moins. Mais en termes d'études, il y a à peine... Ce semestre, j'estime que comme c'est ma dernière session, je me mets quand même beaucoup de pression pour vraiment prendre le temps d'étudier, aller à mes cours correctement et pas aller à l'arrache à la dernière minute. J'ai pas... À part cette période-là, je n'ai plus jamais vraiment échoué de cours ou quoi que ce soit. Comme ça allait vraiment bien, mais j'allais pas à mes cours. Je me retrouvais juste dernière minute en train de courir à des révisions, essayer de faire en 1 heure ce que j'aurais dû faire depuis 3 semaines. C'est des choses comme ça qui m'ont juste mis dans des situations où c'est dommage, mais je l'ai fait qu'à moi-même. Je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Il y a quelques jours, il y a un devoir à rendre que je devais faire. Il vaut quand même 15%. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai juste pas fait. Et pourtant, j'avais quand même un très très bon début, mais 15%, je n'ai pas... Oublie déjà la note des A. Incapable. Oublie déjà la note des A. C'est ça, comme le professeur, j'ai quand même communiqué pour lui expliquer un peu les empêchements que j'ai eus, puis il a été très compréhensible. Mais en soi, sur le moment, j'étais avec des camarades qui avaient le même cours, qui étaient en train de travailler dessus. J'étais aussi dessus, puis je rêvassais. Mon esprit était partout, sauf là. Je pensais à... Puis là, je quitte, puis j'envoie un email. Puis là, je reviens. Puis là, je quitte. Puis j'organise. Puis là, je prends un papier. Puis je commence à faire une liste de choses que j'ai à faire. Concentre-toi. Tu dois le rendre dans 5 heures. Puis là, c'est encore il y a quelques jours. Jusqu'aujourd'hui, je fais encore ce sacrifice-là. Et maintenant, c'est même plus, je vais juste pas à un cours. C'est fini. Comme mon esprit est pris par trop. Le vrai sacrifice que je devrais faire, c'est justement ça. Abandonner un combat. Laisser la chance à quelqu'un d'autre de le poursuivre. Parce que moi, je ne pense pas que ça me coûterait beaucoup. Mais pendant longtemps, je ne pensais même pas que c'était si important que ça d'avoir. Surtout dans le monde du travail. J'avais juste réalisé que c'était pas si important que ça d'avoir une GPA de 9, de 10. J'ai juste réalisé que c'était pas important parce qu'à la fin de la journée, et j'aime bien dire ça, comme il n'y a pas si longtemps, j'étais invitée à un panel pour les étudiants internationaux, puis c'est ce que j'avais dit. Entre un étudiant en finance, entre 2 étudiants en finance, ok? Ou même pas,
Un étudiant en finance qui a une GPA de 9. Il ne fait pas d'activités extrascolaires, mais il s'implique énormément dans ses études et d'où la raison de sa GPA. Un autre étudiant en gestion internationale. Celui-là, GPA de 6, 5, puis les deux appliquent un poste en finance. Maintenant, l'étudiant en gestion internationale qui a une GPA de 5, 6 a passé son temps à s'impliquer. Son réseau lui fait confiance. Son réseau lui fait tellement confiance pour sa rapidité d'esprit, sa flexibilité, sa viabilité, pour tellement de qualités que malheureusement, l'étudiant en finance avec une GPA de 9, personne n'a pu le voir. Oui. À part sa GPA, personne n'a pu voir ce que cette personne vaut réellement. Donc, quand on dit que your network is your net worth, ta valeur ajoutée, c'est ton réseau. Si tu n'as pas de réseau qui te fait confiance, l'entreprise pour laquelle tu vas appliquer fera confiance à quelqu'un d'autre qui a su prouver certaines choses au-delà des cours. Et dans les entrevues, les questions qu'on te pose, rien à voir avec l'école. Ça c'est clair. Rien à voir avec l'école. Ça c'est clair, ça c'est vrai. Donc n'ayez pas peur aussi. Hein, ces leaders iront quand même quelque part. GPA de 9, pourquoi? Ça rappelle beaucoup. J'étais en train de causer avec quelqu'un même sur les GPA et autres. Puis j'étais en train de parler des carrières, donc perspectives des carrières et autres. Puis j'ai dit, bon, si je peux te permettre d'avoir un bon GPA, man, go for it. Si tu peux te permettre d'avoir un 9.5 de GPA, un 8 de GPA, 9.9 de GPA, go for it. But si tu vois que tu n'as pas 9.9 de GPA, ou 8 de GPA, ou 8.4 de GPA, tu as par exemple un GPA de, disons, c'est pas moi, de 5, ou c'est pas moi, de 5.5, de 6. Si tu es dans ces cas-là, you cannot afford de ne pas être actif. Trouve ta valeur ailleurs, man. Tu vois pas, et je disais ça pour, je connais la personne, elle est très intelligente, puisque moi, je donnais un exemple d'une autre personne que je ne vais pas citer ici, je ne vais pas créer des polémiques. Je disais, tu vois, l'autre personne là, l'autre personne là, elle a FSS, elle fait les sciences économiques, elle a fini la session passée. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont fini, il ne va pas se reconnaître. Bref, en plus, c'était un ami, bon, ok. On sait c'est qui maintenant. Hein? Donc, bref, l'autre personne, j'ai cité l'autre ami là pour dire, tu vois, par exemple, l'autre ami là, elle a fini en sciences économiques, tout ça. Mais le mec, je ne peux pas avoir une conversation avec lui sur, par exemple, le développement de l'économie canadienne. Non, je peux, mis à part le fait d'avoir, c'est pas... je peux pas avoir une conversation. Quand je te dis une conversation, ça veut dire, je me dis, bon, tu as quand même fini 4 ans en sciences économiques, donc quand même, tu as du bagage. Donc, on peut avoir quand même une conversation, puis tu sens que cette personne, ça équivaut à son GPA de 8 points combien ou de 9 points combien, pour ne pas donner son GPA. Bref, et c'est difficile. Et moi, un jour, j'en avais même parlé à cet ami-là, clairement, pour dire, man, on est amis, c'est pas une critique négative ou comme elle. Tu as toutes les formules en tête, mais quand je cause avec toi, je ne ressens pas ça. Et pour preuve, jusqu'à présent, la personne n'a toujours pas trouvé un job dans son domaine. C'est ça. Souvent, ils se retrouvent dans un autre domaine. Tu vois, après avoir, si tu as un GPA de 8 ou de 9, c'est sûr que si tu appliques à KPMG, avec quelqu'un qui a un GPA de 5, tu auras peut-être plus de chances d'avoir un entretien si jamais tu n'as pas un réseau là-bas, par exemple. Mais une fois arrivé à l'entretien, ce n'est pas le GPA maintenant qui te soutient. Non. C'est ta capacité à parler, c'est ta capacité à développer des idées, à dire par exemple, OK, ça c'était la théorie, mais par exemple, quand j'étais dans telle situation, j'ai appliqué tel truc. Par exemple, tu vois, toi, on va en parler. Tu es par exemple dans l'association des étudiants de Telfer et autres, tu es avec des syndicats étudiants. Et tout ça, mis à part juste des formules qu'on retient ou quoi, sont des compétences que tu développes. Absolument. Et ces compétences-là, ce sont des compétences qui valent plus qu'un GPA à la fin de la journée. Ça vaut tellement plus qu'un GPA. Donc pour vous, par exemple, qui avez été leader dans tel ou tel autre, ça c'est juste pour les leaders, pas pour les paresseux. Donc, juste pour ceux qui étaient engagés quelque part. Vous vous retrouvez, vous êtes en train de finir les études, vous n'avez peut-être pas les GPA de 9, entre guillemets, comme les autres, vous n'avez peut-être pas un GPA de, c'est pas moi, 8 comme les autres. Ne vous sentez pas mal par rapport à ça. Vous avez une valeur, il faut juste mettre ça plus en avant. Il faut juste vouloir
mettre, comment on peut dire, faut pas surestimer, entre guillemets, ce qu'on n'a pas. Like. C'est ça. C'est ça. Like. C'est ça. Ce que tu as, c'est de l'expérience, c'est ton réseau, c'est tout ce que tu as vécu. Mets sans plus en avant. Sur ton CV, c'est pas moi. Mets les liens des événements que tu as organisés, mets les liens des prix que tu as eus, c'est pas moi quoi. Impressionne-les. Voilà. La vue. Donne-toi à 100%. Donne-toi à 100%. Mais en tout cas, on rentre à notre discussion. Tu viens ici, la première année, ça n'a pas été top. Puis après, tu t'es ressaisi par après. La troisième année, madame commence à s'engager. Et cet engagement-là passe aussi par, comme j'étais en train de parler précédemment, par Telfer. Pourquoi avoir choisi, entre guillemets, de commencer à t'impliquer à Telfer? Tu sais, moi, j'ai fui Telfer. Personne ne m'a jamais vu dans des élections de Telfer. Mais pourquoi, toi, principalement, tu t'es intéressé à Telfer et Louaï? Ben, je pense... c'est ma faculté d'abord. Donc, très rapidement, parce que ma deuxième année, je commençais un peu voir les événements qu'ils organisaient, ce qu'ils faisaient. À ce moment-là, je ne me rendais toujours pas vraiment compte d'à quel point ça avait de l'impact. Que l'association étudiante Telfer avait de l'impact, que Telfer avait de l'impact en général. Je ne me rendais toujours pas compte. Hein. C'est juste vraiment, je voulais m'impliquer. Puis, à Telfer, d'abord, je me disais que si vraiment je voulais avancer dans un certain domaine, c'est dans mon domaine. Et Telfer pourrait m'ouvrir ou me guider vers les bons endroits. Si je m'impliquais avec, je ne sais pas, un autre endroit, par exemple, je n'aurais jamais entendu parler de KPMG, de Lloyd. C'est comme c'est un peu des domaines qui ont un rapport vraiment très proche à Telfer. C'est ça, au domaine du business, mais je m'en serais juste jamais rendu compte. Donc, c'était vraiment important pour moi de savoir qu'est-ce que moi, en tant qu'étudiante à Telfer, je devrais connaître. C'est pour ça que je me suis impliquée. Et très intéressant, mais au début, quand je me suis impliquée, j'ai commencé tout de suite, à ma troisième année au début, j'ai commencé avec 2 postes. Directrice des affaires francophones. Oui, je t'ai connue là en plus. Et directrice des affaires francophones et ambassadrice du Centre des carrières. J'ai impliqué ces 2-là en même temps. Je les ai eus en même temps. Je n'avais pas nécessairement d'expérience. Pourquoi l'association étudiante Telfer m'avait pris? Parce qu'à ma deuxième année, je commençais un peu à aller aux événements. Ah, OK. Donc, les rencontrer, poser des questions. J'ai même rencontré celle qui était, du coup, vice-présidente académique, la supérieure du directeur des affaires francophones. Je l'avais rencontrée l'année avant que je m'implique, pendant l'Assemblée générale. Leur Assemblée générale, j'ai posé des questions. C'est là que j'ai vu qu'ils avaient ce poste-là. J'ai dit, c'est très intéressant. Ma maman est professeure de français au pays. Et j'ai dit, écoutez, je pense que je pourrais m'en sortir. Puis, en fait, c'est aussi parce que Telfer, j'ai toujours pensé que c'était un domaine inaccessible. Parce que je voyais que tous ceux qui réussissaient à Telfer étaient anglophones. Je suis francophone, là. Comme je me disais, le salon étudiant de Telfer, il est séparé en 2. Là où il y a les bureaux, des clubs, il y a une vitre et ensuite il y a l'autre espace. J'ai toujours pensé que je n'avais pas le droit de rentrer par la vitre parce qu'il y a les bureaux. Et je me dis que ceux qui sont là-bas, ils sont là-bas pour une raison. Si tu n'as pas de raison pour y aller, tu n'y vas pas. J'étais persuadée de ça pendant au moins mes 2 premières années. Wow. Puis, pourquoi directrice d'affaires francophones? Parce que je voulais un peu... En fait, je me disais que si je fais directrice d'affaires francophones, c'est pas l'anglais qui va me... C'est pas ça ma contrainte. Je viens pour défendre la francophonie. Vous allez m'embaucher parce que je parle français. C'est pour ça que je suis là, pour défendre la francophonie. Donc, c'est ça que je veux faire. Je voulais faire rien d'autre, rien que ça. Je me suis impliquée pour être directrice d'affaires francophones. Et juste à côté, j'ai fait ambassadrice du Centre des carrières. Pourquoi? Je les avais rencontrés au premier... l'événement de réseautage, ils appellent ça Telfer Connects. En hiver, c'est le plus grand événement de réseautage. Puis ce jour-là, j'y étais allée. Je n'avais jamais vu de ma vie un événement de réseautage. Wow. Donc, je vais voir les gens du Centre des carrières, comment je fais, je vais parler comment. Puis je les rencontre, ils me mettent dans une salle avec d'autres étudiants, ils commencent un peu à nous préparer. J'essaie de participer parce qu'on est un tout petit comité. Puis là, ils me disent que... Donc là, oui, je vais dans la salle. Je rencontre, par exemple, ils me disent, tu veux voir qui? J'ai dit les banques. Parce que ma soeur travaille dans une banque au pays. Donc j'ai dit, OK, les banques. Tu sais, je ne sais pas qui a d'autres. Je dis les banques. Ils me disent, OK, RBC, c'est bien, machin, c'est bien. Je dis, OK, je vais aller les voir. Je vais voir RBC. Je suis tellement heureuse d'avoir parlé à une personne de RBC que je retourne voir les personnes. Wow. Je dis, c'est ma deuxième année, je suis vieille. Je suis vieille comme ça, et puis je cours pour aller les voir. Je dis, oh, j'ai parlé, ils m'ont donné ça, ils m'ont pris mon LinkedIn, machin, machin, machin.
Ils vont parler à 200 autres personnes, mais c'est pas ça le plus important. Ils m'ont parlé. Ils m'ont parlé à moi. J'ai eu une conversation avec eux. C'est mon premier événement de réseautage. Et puis, ils m'ont vu venir aux événements, machin. Donc, j'ai été rapidement embauchée. Ils m'ont embauchée très rapidement. J'ai commencé les 2. Et c'est un peu là que je commence. Avec le centre des carrières, je m'implique à fond. Je vais à leurs événements, je vais machin, je m'implique ici et là. On est une équipe de presque 30 personnes à être ambassadeur. Mais en hiver, ils m'avaient déjà proposé un poste. Ils n'ont pas de poste dans leur équipe. Ils n'ont pas de poste étudiant. Ils n'en ont jamais eu. Mais ils ont créé un poste. Et la première personne qu'ils ont contactée, c'était moi. En me disant, on a besoin de quelqu'un qui se chargerait de l'engagement étudiant et du marketing. Est-ce que tu serais intéressé? On a pensé à toi. J'ai dit, bien sûr. Le poste n'existe plus aujourd'hui. Il n'existe plus. Ils l'ont juste créé spécialement à ce moment-là pour que je le fasse. Et ils l'ont enlevé juste après. Ils en avaient juste besoin pendant une petite période. Parce qu'ils devaient embaucher aussi une autre personne après ça. Je l'ai pris. Je l'ai pris. Et je sais que c'est parce que les Africains m'ont dit, tu fais ça gratuitement. Tout ce temps-là, t'es pas payé. Tout ce temps-là, machin, t'es pas payé. J'ai dit oui, ça me dérange pas. Ça m'amuse, je rencontre des personnes. Je le fais avec plaisir. Et c'est là que j'aime répondre à ça. Je l'ai fait gratuitement. Je l'ai fait que 4 mois gratuitement. J'étais payée. Un semestre plus tard, j'étais payée pour chaque vidéo que je faisais. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez important. Mais Telfar m'a guidée vers là où je devais m'intéresser. Là où mes grandes chances se trouvent. Parce que si je suis venue dans une faculté de business, je veux savoir si ça me plaît vraiment. Sinon, je change, je vais ailleurs. Mais si ça me plaît, c'est à travers qu'est-ce que je fais plus tard. Donc, c'était un peu principalement par rapport à ça. Et je me suis impliquée encore un peu plus loin quand je me suis présentée aux élections après pour être vice-présidente équité, diversité et inclusion. Je me suis impliquée dans ce domaine-là parce que quand je voyais tout le reste, événements, oui d'accord, marketing, peut-être, finance, peut-être, mais EDI, j'avais l'opportunité de faire beaucoup. C'était un tout nouveau portfolio qui existait depuis quoi? 2 ans? Donc je me dis, OK, la 3e année, j'ai tant de choses à développer. Et puis c'est aussi un poste où, étant donné que j'ai beaucoup de combats, je me fais beaucoup l'avocat du diable. Souvent, c'est même pas pour moi, je vais me battre. Souvent, c'est juste, vous lui faites pas ça à lui. Comme c'est vraiment l'avocat du diable. Ça, c'était le poste idéal. Idéal. Pour avoir vraiment développé cet esprit critique. Et puis développer surtout, quelles sont les communautés ici, au Canada, parce qu'il y en a tellement. Quelles sont les communautés ici Comment est-ce qu'on fait cette distinction? Quelles sont les choses à respecter? Quelles sont les choses à machin? Ouvrir encore plus mon esprit à ce niveau-là. Et j'arrête pas de dire mon mandat. Et puis c'était aussi pour sortir un peu Telfar de sa petite bulle. C'était aussi pour... parce que Telfar, c'est entre eux, machin. J'ai fait ça spécifiquement aussi pour les sortir. C'est pour ça que j'avais dit, même pendant mes élections, c'était un mandat basé sur la collaboration si j'ai votre soutien. Parce que je voulais passer mon temps à inviter d'autres personnes au sein du building, nous amener ailleurs. C'était aussi important de briser aussi cette chaîne entre on est Telfar et puis eux, c'est... Non, je suis impliquée ailleurs et puis j'ai fait mes meilleures rencontres en dehors de Telfar. Donc je sais que there are good people out there. Puis je veux les impliquer, je veux qu'ils voient un peu comment certaines personnes peuvent être très humbles en dehors de Telfar. C'est aussi pour ça. Et moi je pense que Telfar m'a beaucoup donné, sincèrement. Telfar m'a énormément donné jusqu'aujourd'hui. Je suis très fière de faire partie de cette faculté. Là, je me promène tout le temps en tenue Telfar. Pas aujourd'hui. Mais la plupart du temps, je suis en jogging Telfar, casquette Telfar, pull Telfar. Faut me voir. 100% Telfar. Ah oui. Je paye beaucoup. En tout cas, on va peut-être passer à la petite deuxième partie. C'était intéressant. La petite deuxième partie à voir avec tes origines. OK. On finit par tes origines. OK. Mes origines, d'où je viens, tout ça? Techniquement, il y a, mais la question c'est, là tu es en train de bâtir tout ça au Canada, bien sûr. Tu es en train de bosser, que ce soit avec Telfar, que ce soit avec les syndicats étudiants, que ce soit avec tout autre engagement aussi que tu as avec les associations et clubs. Là, tu es à la fin de tes études. Mais ton pays, est-ce que tu penses y rentrer un jour? Est-ce que tu comptes un jour aller t'impliquer aussi dans ton pays autant que tu t'es impliqué ici?
sais, comme j'ai essayé d'en parler un peu plus tôt quand on discutait vraiment casually. Dans notre podcast qu'on ne va pas publier. Ouais, ça ne sera pas publié, mais oui. Encore une fois, je t'avais dit, mais ma maman, elle m'a dit que si je rentre au pays, elle me casse les jambes. Wow. Voilà. Elle m'a dit, il n'y a rien pour toi à Djibouti. Tu restes à l'étranger, tu fais ta vie là-bas, tu es heureuse, tu fais machin. Maintenant, moi, j'accepte. Hein. Je ne vais pas me battre contre ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, je ne voyais pas nécessairement l'urgence d'être au pays. Oui. Donc là, je viens à l'étranger, machin. Maintenant que je m'implique, maintenant que je vois que j'ai pu gagner un certain respect, gagner une certaine communauté, voir à quoi ressemble la méritocratie, alors moi, maintenant, c'est là que je veux retourner le plus. C'est là que je veux retourner. Après avoir goûté au résultat du hard work, c'est là maintenant que je veux retourner à Djibouti. C'est drôle, l'important, je pourrais juste continuer ici parce que peut-être qu'il n'y a pas ça à Djibouti. Mais c'est là-bas que je veux être reconnue. C'est là-bas que j'ai besoin de ressentir ça. Puis je sais qu'on est très, très loin behind. Je sais qu'on est très, très, très loin. Mais j'avais eu l'occasion de rencontrer l'ambassadrice du Mali. On était allé avec Élégance au Leadership, l'organisation d'Armande. Et Le nom de l'ambassadrice? J'ai oublié son nom. Bref. Moi aussi, je l'ai déjà rencontrée un jour, mais j'ai oublié aussi son... Mais c'est une grande dame, là, qu'elle est... Oui, oui. En tout cas, elle est sympa. Très sympa. Elle est sympa. Elle est très maman. Je sais pas. En tout cas, bref. Oui, donc... Est-ce qu'elle est toujours ambassadrice? Je pense qu'on... Normalement, oui. Hein. Ah, ok. Je pensais qu'on avait remplacé. Ben, on est parti la voir, quoi, l'année passée. Ben, même pas, hein. Ouais, l'année passée, quand même. Ok. Ouais, c'est assez récent. Mais on est allé la rencontrer, puis on lui a posé cette question. Un retour en Afrique, comment ça se passe? Puis elle nous a dit que l'Afrique n'était pas prête. Elle a dit, à quoi bon? Vous allez aller avec vos diplômes? Vous allez aller, vous, jeune fille, comme ça? Vous allez juste aller avec vos diplômes, puis maintenant, vous voulez quoi? Que l'Afrique vous reconnaisse? À quoi bon? À quoi bon? Puis là, je réfléchis. Puis je me dis, mais c'est vrai. C'est vrai que l'Afrique, telle que je l'ai quittée, elle a peut-être avancé. Hein? L'Afrique avance vite. Mais je pense pas qu'en termes de mentalité, elle est à ce niveau. Puis moi, en étant ici, j'ai vraiment beaucoup développé cet intérêt pour le développement de carrière, donc tout ce qui est réseautage, CV, tout ça. J'ai beaucoup aussi développé pour l'engagement communautaire. C'est des choses qui ouvrent l'esprit. Honnêtement, au-delà du fait d'être payé, pas payé, ça veut rien dire. C'est quelque chose qui ouvre beaucoup l'esprit sur qu'est-ce que tu donnes vraiment à ta communauté. Ouais, d'accord, tu donnes, mais est-ce que tu tiens la main de la personne pour l'emmener? Puis ça, moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué ici au Canada. Et je veux partir. Puis moi, je pense que la seconde où je retournerai à Djibouti, ce serait pour m'adresser aux jeunes. J'en ai rien à faire de ces vieux qui gèrent les pays actuellement. Moi, je veux m'adresser aux jeunes qui sont en train de se faire pourrir l'esprit par justement cette grosse bureaucratie, ce pays vraiment difficilement géré. C'est le cas de toute l'Afrique. Moi, je vais m'adresser aux jeunes et puis leur dire, écoutez, moi, je suis allée au Canada. Ici, vous pensiez que c'était parce que je suis la fille d'eux. Parce que c'est que ça qui fonctionne ici. La personne qui se démarque, c'est parce que c'est la fille d'eux, l'enfant d'eux. Moi, je vais vous dire, là-bas, voilà ce que je fais. Voilà comment je me suis démarquée. Voilà. Si moi, je l'ai fait à l'autre bout du monde, dans un pays où je ne vaux rien à la base, je ne suis même pas née ici, je n'ai même pas grandi ici, je ne connais rien. Et pourtant, je joue dans la même catégorie que des Canadiens qui sont nés et qui ont grandi ici. Alors vous êtes chez vous. C'est chez vous encore, vous allez juste vous taire. C'est chez vous encore, vous allez dormir. Moi, je veux partir dire ça. Je ne peux pas changer la politique du pays. Je peux peut-être influencer ceux qui sont là actuellement et qui seront pour le futur. Si je dois même descendre encore plus bas, chez les plus jeunes, je veux le faire. Et je veux y retourner le plus vite possible pour passer ce message. Et je pense qu'ils m'écouteraient. Surtout si ce sont des jeunes. Je pense que les jeunes ont besoin d'entendre des success stories. Oui. On ne partage pas ça. On n'est pas assez fiers de nos auteurs qui ont réussi. Parce qu'ils partent tous à l'étranger. Oui. Il n'y en a aucun qui reste. On n'est pas assez fiers d'eux. Mais on doit leur montrer à quoi ressemble une success story qui revient au pays avec tout son bagage. Moi, je suis ici pour prendre tout ce que l'Occident nous a pris. En termes de bagage mental, de réseau, de machin. Même manière qu'ils sont venus et puis ils ont regardé, machin, et puis ils sont partis avec. Et faire la même chose.
Et elle fait la même chose. J'écoute, je prends les informations, je crée mon réseau, je solidifie mon réseau. Et puis nous, tout ça, c'est les leaders qui sont là, tous africains. On va se regarder comme ça, on va décider. C'est nous, on décide de l'avenir de l'Afrique. Et c'est grâce à cette incroyable opportunité que d'être ici. Parce que si on est ici, c'est parce qu'on a eu une certaine chance, un certain soutien familial, quelque chose qui nous a aidés à arriver ici. C'est pas pour maintenant dire « Oh, Canada, Canada ». C'est très bien le Canada. Le Canada nous a donné beaucoup. Hein. C'est beau le Canada. C'est beau le Canada. Mais c'est beau le Canada. Ton pays est encore plus beau. Oui. Tu veux juste pas le voir. Oui, oui. Puis, c'est cette ouverture d'esprit-là qui me fait penser que, justement, l'Afrique est très, très belle. L'Afrique n'a juste pas les dents pour manger son pain. Oui. L'Afrique a le pain. L'Afrique a les intellectuels. Ils sont juste éparpillés un peu dans le monde. Ils vont tous revenir. Il suffit de certaines personnes qui viennent préparer. Là. Ils vont tous revenir. Pourquoi ne pas revenir? On est tous tellement mieux chez soi. Moi, j'ai honte. Sincèrement, j'ai honte tous les jours d'en apprendre tellement et puis de me rendre compte que certains jeunes ne savent même pas c'est quoi le réseautage. Ne savent même pas c'est quoi mériter. Ne savent même pas... Ils n'ont aucune idée. Ils sont tous accrochés à... Oh, si mon papa, c'est pas quelqu'un, peut-être mon oncle. Oui, si c'est pas mon oncle, c'est peut-être... Parce que sinon, tu réussis pas. Non. Je pense que c'est ça qu'il faut changer. C'est les mentalités depuis le bas âge. Les cultiver. Oui. Donc, voilà. Interesting. En tout cas, c'était inspirant. Ça m'a donné envie de pleurer. I was like, wow, Rati, tu ne penses qu'à l'argent, toi. Non. Moi, si je m'investis, c'est l'entrepreneuriat social. On me dit que ça paye pas. Hein. Bon. Toi-même, tu vas me dire ça paye. Non, ça paye. En tout cas, ça paye. Ça paye. L'entrepreneuriat social? Oui. Je vais avoir faim pendant longtemps, mais au moins. Au moins. Yeah, mais on a, en Afrique, pour nous qui avons, je ne sais pas si je peux appeler ça une chance, mais ça en est quand même, pour nous qui avons eu la chance de quitter l'Afrique pour venir faire les études ici, peut-être les mondes professionnels, peut-être on va les connaître ici, nos premières années, entre guillemets, à 100% professionnels, on va peut-être les connaître ici. Après avoir connu toute la misère qu'on a connue en Afrique, même si peut-être nous n'étions pas dans la misère, mais nous avions peut-être un membre de la famille qui était dans la misère, nous avions peut-être, c'est pas moi, un camarade de classe, ou c'est pas moi, même dans la rue, on voyait des gens. Pour avoir connu toute cette misère, je me dis que c'est fort comme terme, mais ce serait diabolique, entre guillemets, de rester dans les conforts du Canada. Fort, hein. C'est pas fort comme terme. Je me dis, ce serait... à chaque fois que parfois les gens me demandent pourquoi tu veux rentrer en Afrique, pourquoi tu veux... Avant même les podcasts, je te disais ce qui m'est arrivé au pays récemment. Malgré toutes ces difficultés-là, je me dis, si jamais un jour, après 10 ans, 15 ans, j'ai mes enfants ici au Canada, ils auront la nationalité canadienne et autres, mais ils ne seront jamais canadiens. Et ils seront... Les respects que, entre guillemets, le Canada va leur octroyer, ça va dépendre aussi, entre guillemets, d'où ils viennent. Si un Américain part au Congo, par exemple, il n'est pas juste respecté puisqu'il est américain au Congo. C'est à cause d'où il vient. On sait que d'où il vient, là, c'est fort. Ils sont riches, ils sont puissants. On les respecte. Donc, le respect qu'on lui doit, ce n'est pas juste lié à sa personne. C'est lié aussi à ses origines. Donc, I want to make sure que mes petits-fils, même si un jour ils se décident de quitter l'Afrique pour vivre en France, aux États-Unis, au Japon ou quoi, mais ils ne sont respectés pas juste à cause de ce qu'ils sont, entre guillemets, dans ces pays-là, puisqu'ils ont travaillé dur ou quoi, mais aussi à cause de leurs origines. Actuellement, je pense que mes origines, entre guillemets, ne donnent pas aux autres envie de me respecter. Ça n'encourage pas les autres à me respecter. Comme je te disais avant les podcasts, c'est bien de dire qu'il faut, d'ailleurs toi tu es VP inclusion, diversité, tout ça, au niveau des telfers, c'est bien de dire aux gens, humainement parlant, tout le monde en tant qu'humain, on devrait être juste respecté par le fait d'être humain, honoré juste par le fait que nous soyons humains. Ça c'est quelque chose que normalement, tout homme en a droit puisqu'il est homme. Quand je parle d'homme ici, homme-femme. Tu es VP diversité, inclusion. I want to make sure. Homme avec un grand H. Homme avec grand H. Bien sûr, c'est un homme qui a créé ça. Hein. Yep. Bon, on va pas aller là. Mais c'est juste pour dire, nous qui venons ici, comme tu dis là, on travaille dur, on bosse dur. Ici, on mérite. On n'a pas un papa pour dire, c'est puisque papa est là que je suis en train de réussir ou que je vais avoir ce travail. Presque tout ce qu'on a, c'est par mérite, entre guillemets, que nous l'avons ici.
Et mais à un certain moment, arrivé à un certain moment, que ce soit dans l'évolution, la carrière ou autre, ça va demander plus que du mérite. Ouais. Et il y a un moment dans la carrière, il y a un moment dans l'évolution de l'homme où ça demande plus que du mérite. Il y a un respect que tu n'auras pas juste puisque tu le mérites. Absolument. Like, c'est ce qui me dit que like, I really want to go back home. Je veux que mes enfants de gamers soient respectés, non pas seulement puisqu'ils travaillent dur dans la vie, mais le monde les respecte aussi puisqu'ils viennent du Congo. J'aimerais qu'un jour, quand mon petit-fils se présente au Japon, puis qu'il dise que je viens du Congo, puis non seulement qu'on les respecte puisqu'il est un être humain ou qu'il a bien travaillé ou qu'il mérite, mais on les respecte aussi à cause de son pays. C'est un peu l'exemple de quand il y a un Français qui vient au Canada pour étudier, personne ne dit qu'il est venu par besoin. Hein. Oui. C'est pas un immigré. Hein. Le Français qui vient ici au Canada, il n'est pas immigré. C'est un expatrié au pire. C'est ça, il ne lui manquait rien. Donc je pense que c'est de ça qu'on a besoin aussi. Oui, oui. Tu es congolais, tu es djiboutien, tu es ivoirien et puis tu es au Canada. Tu es là pour le plaisir. Tu es là pour le plaisir. Il ne te manque rien au pays. Oui, oui. Il ne te manque rien. Parce qu'actuellement, là, on n'a pas encore la certitude de pouvoir tenir un débat et puis dire on a tout ce qu'il faut au pays. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Même si on aimerait être patriote et puis dire que ah ben non, arrêtez de dire ça, on a tout ce qu'il faut. Non, c'est un mensonge. C'est être delusional. Puis, c'est ça. Donc, je suis d'accord avec le fait qu'on doit... Ça se construit. Hein. Ça vient pas en tout cas. Ça vient pas du jour au lendemain. Ça prend... Mais il faut que quelqu'un s'y lance. Il faut que quelqu'un se lance. Et je pense que ça sera les... on est... Wow. Oh, 1h30 déjà, je ne me rendais même pas compte de l'heure. Et on tend déjà vers la fin. Donc, il y a quelqu'un qui disait la plupart des hommes, la plupart des femmes, très souvent disent, par exemple, quand tu viens à peine de rencontrer ton âme sœur, par exemple, tu vas dire non, tu es ma raison de vivre, par exemple. Quand tu sais pas moi, quand tu... Like, tu vois, généralement, on parle plus des raisons de vivre. Oui. Mais les changements, ça se trouve dans la raison de mourir. Like, c'est quand on trouve une raison pour laquelle on est prêt à mourir. Qu'on amène les changements. Like, si c'est que tu défends comme cause entre guillemets n'est pas encore like, au niveau où tu te dédies, I don't care anymore, même si on me tue, même si... like, c'est vrai. C'est là où on voit les changements. Mais le problème avec les faits, c'est pourquoi même je veux, comme toi, de toutes les façons, j'ai envie de rentrer dans mon pays le plus vite possible. C'est puisque je n'ai pas envie de me trouver une raison de vivre au Canada. Puisque plus je suis au Canada, plus je vais me trouver une raison de vivre au Canada. Alors que mon pays a besoin des gens... Qui sont prêts à mourir. Qui sont prêts à mourir. Et je pense que pour tout Africain qui nous suit, like, on doit garder ça quelque part. Like, si tu rentres, c'est clair qu'en rentrant en Afrique, on va perdre en termes de qualité de vie, par exemple. On va perdre en termes, c'est pas moi, qualité de vie ici, par exemple, les soins de la santé. C'est qualitatif, hein, c'est subjectif d'un pays à un autre. Bon, c'est clair que si tu viens au Congo, tu vas pas perdre en qualité de vie. Like, comparativement au Canada, c'est presque la même chose. Non, mais je me dis que quoi, ça... Tout Africain, en tout cas pour nous qui avons vraiment l'opportunité, c'est parmi même les raisons pour lesquelles... Ce podcast, au départ, I was like, je vais juste parler de business, je vais juste t'inviter pour parler d'entrepreneuriat, de business. Mais au-delà juste de parler aussi d'entrepreneuriat, de business, je me suis dit, au-delà de ça, il y a aussi un travail qui doit se faire dans la tête. Là. Tu ne peux pas juste venir dire aux gens, allez investir, allez... You deal with people. Il y a un travail qui soit... Et c'est pourquoi je me suis dit, ces épisodes, c'est juste pour vous montrer qu'il y a, surtout pour ceux qui nous suivent d'Afrique, il y a des gens qui étaient là où vous êtes actuellement, qui sont là où vous voulez être. Nous sommes en train de vivre, entre guillemets, votre futur. Puis de votre futur, on vous dit, c'est le passé qui est beau. Like, c'est complexe à dire, puisqu'il y a des gens, en tout cas, qui, quand ils voient des gens dire non, je vais maintenant aller étudier en France, au Canada, ils disent, voilà, ça c'est vraiment moi, c'est moi mon futur. Mais nous qui sommes dans votre futur, on vous dit, c'est possible, entre guillemets, d'être épanoui dans les passés dans lesquels tu penses vivre. Ouais. Et en tout cas, c'est vrai. On ne s'arrête pas de vivre parce que justement, on veut être ailleurs. Oui, c'est triste. Hein? C'est triste. Vouloir être heureux chez les gens parce que tu ne penses pas que ton bonheur est au pays. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais est-ce que toi, quand tu causes, par exemple, avec d'autres étudiants internationaux et autres,
est-ce que la plupart d'entre eux veulent rentrer chez eux ou la plupart se voient plus faire leur vie ici? La plupart vont même se chercher des Canadiens à épouser. Ah, c'est gâté dans la maison, ça. Really? Non, ils cherchent. Eux aussi, non, ils veulent faire leur vie ici. Pour la plupart que je rencontre, c'est vraiment difficile de croiser des personnes qui te diraient... je pense qu'on a même pratiquement les mêmes entourages qui te disent « Tu vas faire quoi au pays là-bas? Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Tu as quitté, tu as investi tant dans ce pays-là et puis tu vas partir là où, justement, ils n'ont rien pour toi. » Mais je pense que ça demande de pousser un peu plus loin. Oui. C'est difficile de convaincre une personne juste en lui disant « Mais non, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. » Non. Je pense que tu as besoin d'entendre ce que ça fait. Réellement, à quoi ça ressemble. Alors que là, on est en train de parler, nous aussi. On ne sait pas exactement comment ça serait si vraiment on essayait de s'impliquer. Il faut montrer à quoi ça ressemble. Quelqu'un qui quitte ici, est-ce qu'il peut être heureux là-bas? Ça, on doit le prouver. On doit le prouver avec des faits. Parler seulement, ça ne suffit pas. Donc, c'est ça. C'est ça que je voulais dire aussi en termes de success story. Mais la plupart des personnes que j'ai autour de moi ne sont pas prêtes. Donc, il faut retourner dans vos pays. En tout cas, on ne vous demande pas juste de retourner dans vos pays pour les biens, entre guillemets, de rentrer au pays ou juste pour, c'est pas moi, la vibe, entre guillemets, de rentrer au pays. Mais il faut vraiment être bien préparé avant de rentrer au pays, puis avoir une vision, en tout cas, de pourquoi. Like. Même si après, ça devient difficile, même si après, il y a des obstacles, tu ne vas pas, entre guillemets, acheter les billets à la moindre opportunité pour dire non, I'm going back au Canada ou c'est pas moi quoi. See, it's not even home. It's not even home. C'est pas chez toi. I'm going back to Canada. Yeah, I'm going back home. And I'm going back Canada. Canada is never going to be home. Oui. Là où tu es, it's not home. On te l'a prêté pour que tu tires le maximum d'avantages possible de l'incroyable opportunité que tu as. Maintenant, à un moment, il faut partir. Quand les vieux me disaient ça, même moi, j'y croyais pas. Hein. Tu vas te préparer, puis tu vas rentrer. Je ne comprenais pas. Non, maintenant, tu commences à mieux comprendre. Pour moi, ça n'avait aucun sens de juste dire pars. Et c'est pour ça que je ne peux pas dire à quelqu'un juste rentre au pays. Il faut dire plus. Il faut montrer plus. Je dis ça maintenant, et puis imagine, je rentre et puis je suis triste. Non, ça se prépare. Oui. Ça se prépare. Tu dois être prêt à ce que la vie que tu as là-bas et celle que tu as ici, c'est pas la même chose. Tu n'y vas pas avec la même pensée, pas avec la même mentalité, encore moins avec la même approche. Non, clairement pas. Très différent. N'essaye même pas. Non, en tout cas, faut se rappeler d'où on vient. Oui. Et être patient avec ceux qu'on a quittés chez nous. Parce qu'on vient de là-bas aussi. Oui. C'est ce qu'on était avant d'arriver ici. On n'était personne ici. Oui. Là-bas, on était quelqu'un depuis la naissance. On était chez nous. Wow. En tout cas... C'est un excellent podcast, en tout cas. J'ai appris beaucoup de choses. J'en ai appris aussi. Quand je dis beaucoup, c'est pas juste pour le dire, mais j'en ai appris beaucoup, en tout cas. Et je vais encore aller réfléchir ça avant de publier, just to make sure que j'ai toutes les idées en place. Ça. Et, je pense, en tout cas, que vous avez aussi apprécié notre podcast, en tout cas. C'était de nous... Bon, nous, on était juste en train de discuter. On ne savait pas que vous étiez présents. Nous, c'était juste une discussion entre nous. Juste plus quelques temps. Ouais. D'ailleurs... Donc, si tu avais un mot de la fin, ce serait quoi, par exemple? Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas pensé à partir de mot de fin. Mot de fin, moi, je dirais... Croyez en vous. C'est facile à dire. Hein. Croyez en vous, c'est très facile à dire, mais entourez-vous de personnes qui vous permettront de croire en vous et en votre potentiel. Entourez-vous de personnes qui ont trouvé le moyen, et les gens ne vivent pas seuls. On ne grandit pas seul. Entourez-vous de personnes, c'est la première chose. Maintenant, de qui? Des personnes qui vont vous permettre d'avancer, des personnes qui pourront vous apporter quelque chose. Si elles ne vous apportent rien, ce n'est pas être ami par intérêt, mais c'est que ce soit un support émotionnel, que ce soit une ambition, que ce soit quelque chose. Si vous ne vous entourez pas de personnes qui vous permettent d'avancer, vous ferez du surplace, voire même vous reculerez. Vous allez abandonner tout ce que vous avez parce que ceux qui vous entourent, c'est ce qui fait votre valeur ajoutée. Vous apporterez aussi beaucoup à ces personnes-là et c'est seulement en vous entourant d'eux que vous vous en rendrez compte. Donc voilà, moi c'est mon mot de fin.
parce que au début, c'est un des conseils que dont j'avais parlé. Oui. Donc là, je le peaufine parce que c'est le plus important Wow. pour moi aujourd'hui. Entourez-vous de belles personnes. Heureusement, moi, je me suis entouré de toi. Et moi de toi. En tout cas, entourez-vous en tout cas des personnes qui vous poussent vers les hauts. Entourez-vous des personnes, entre guillemets, qui vous donnent envie de vous réveiller, puis de faire mieux, d'être une bonne personne, d'aller au-delà, entre guillemets, de vos limites, puis au-delà de votre zone de confort. C'est The limit important. is the sky. En tout cas, ça c'est clair. En tout cas, à la prochaine, c'était un plaisir. See you. See ya.